Bonjour à tous. Je m'appelle effectivement Jean-Marc Voguier. J'ai créé il y a maintenant 4 ans une entreprise qui s'appelle Zèbre, qui est dans le monde effectivement de ce qu'on appelle communément l'Internet des objets. Et on n'a pas monté l'entreprise sur une idée particulière, mais plutôt sur une conviction, ce qui je crois est relativement rare. Donc on n'est pas arrivé en disant on a trouvé la martingale pour révolutionner le monde ou pour faire fortune. Par contre, on était convaincu que toute cette connectivité qui est en train d'arriver, d'ailleurs, parce qu'on n'a encore pas vu tout ce qui pouvait se faire loin de là, allait transformer les expériences de consommation et par conséquent les business models des entreprises. Donc on a considéré que c'était un levier absolument formidable, mais encore une fois, l'usage et ce qu'il va apporter dépendra complètement de nous. Donc très concrètement, aujourd'hui, on travaille dans plusieurs secteurs économiques, ceux en général qui sont le plus frappés, je veux dire, par l'arrivée de cette connectivité. Donc là, aujourd'hui, on travaille donc dans le smart building, donc on accompagne un certain nombre d'entreprises qui sont soit des promoteurs, soit des gestionnaires d'immobilier. On travaille aussi depuis 3 ans dans l'automobile, qui est un secteur assez en pointe, entre guillemets, sur ces sujets. Et dans le social care, dont vous a parlé tout à l'heure Yvan, c'est-à-dire c'est cette capacité nouvelle à délivrer des services. Là, en l'occurrence, ce sont des départements qui ont un rôle social relativement important. Donc, juste, parce que c'est pas mon PC, je vous demande juste 2 secondes, voilà. Ok, attends, là t'as passé un peu vite, là, Yvan. On commence, voilà. Donc si on considère que la voiture est un objet connecté, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, hein, on parle de voitures autonomes, on parle de voitures connectées sans savoir très bien ce que c'est. Alors on voit bien qu'on met de la technologie à l'intérieur pour communiquer, mais par contre on n'assimile pas classiquement un objet connecté. En général, quand on parle d'objet connecté, on parle plutôt d'objets qui existent déjà physiques et qu'on se met à connecter. Assez classique dans notre environnement, mais l'automobile est quelque chose d'incroyablement connectable. Et donc, si on considère que la voiture est un objet connecté, on va pouvoir imaginer toute une série d'usages qui vont avoir un impact environnemental extrêmement important. Donc, j'ai cité là 3 exemples. L'autopartage, donc l'autopartage, c'est probablement ce qu'on voit de plus concret, je veux dire, dans le fait qu'en partageant une voiture, a priori, on va optimiser son fonctionnement et puis on va en faire disparaître un certain nombre. On a quelques chiffres là-dessus, ce que j'ai marqué en bas, comme quoi une voiture disponible en covoiturage, c'est 15 voitures produites en moins. Enfin, en tout état de cause, quand on voit l'engorgement dans les villes, on y va tout droit, et faire du covoiturage sans connectivité, a priori, ça semble absolument impossible à imaginer. Donc, un autre aspect, c'est ce qui peut se passer à l'intérieur du véhicule. Donc, en général, quand on parle de connectivité dans un véhicule, on a plutôt tendance à imaginer qu'on va y passer des films ou de l'entertainment. On imagine beaucoup moins facilement qu'on peut amener un certain nombre de services qui peuvent être extrêmement impactants positivement sur l'environnement, comme tout ce qui concerne, par exemple, le parking. Je pense que vous savez tous qu'aujourd'hui, à peu près 20 ou 30%, j'ai plus les chiffres exacts, des véhicules qui tournent dans une ville sont en recherche d'une place de parking. Donc encore une fois, si vous avez votre véhicule qui a une capacité de communication, si vous y avez mis de l'intelligence, si vous êtes capable de vous connecter avec les opérateurs de parking, on peut facilement imaginer qu'on va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement à la place de parking qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est un objet connecté qui a tous les cas tous ses attributs. Voilà. On supprime aussi, ça c'est quelque chose qui est très important, c'est que quand on travaille pour un constructeur automobile, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que notre idée c'est de mettre en place des expériences attractives. Il semblerait qu'en général nous consommions des expériences qui sont attractives pour nous et qui donnent du sens. Et en général, ce sont des expériences sans couture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous recherchez une base de parking, vous avez plein de coutures. Hein. La première couture, c'est que vous allez avoir une difficulté à la trouver. La deuxième couture, c'est que une fois que vous avez trouvé la place, il va falloir la payer, et ainsi de suite. Et si à chaque fois que vous supprimez une couture
avec un véhicule connecté, quelque part, bah, effectivement, vous déplacez les lignes en termes de business model, c'est-à-dire que tout le monde ne se retrouve pas forcément à la même place, et c'est qu'a priori, on peut imaginer que vous baissez quelque part, d'une manière globale, la consommation énergétique de l'expérience. Plutôt que de les additionner, on en fait une au total. Voilà. Dernier point là sur l'automobile, qui est un sujet absolument passionnant. Donc ce qu'on appelle l'over the air, c'est-à-dire la capacité qu'avaient les avions, entre autres militaires, de dialoguer sur un porte-avions par exemple, pour savoir dans quel état il est, de manière à, au moment où il s'oppose, être capable d'avoir tout diagnostiqué et tout préparé, donc d'avoir optimisé complètement sa maintenance. Donc tout ce qui tourne autour de la capacité à commencer à prédire des pannes, à mettre à jour des services, que fait très bien Tesla d'ailleurs dès aujourd'hui. On peut imaginer qu'on va optimiser son remplacement, on va éventuellement imaginer qu'on va éviter les immobilisations, on va pouvoir utiliser le véhicule en question de façon beaucoup plus dense. Ça veut dire qu'un véhicule qui ne tourne pas, ça pollue peut-être pas l'air, mais ça pollue pas mal de choses, malgré tout. Donc voilà, j'ai mis des chiffres sur San Francisco, qui est des patries de Tesla, et qui montrent quand même qu'en 4 ans, ils ont réussi à faire baisser le nombre de voitures, je parle d'Uber là, le nombre de voitures en circulation, mais c'est surtout qu'ils ont fait augmenter le chiffre d'affaires, en gros des taxis, des VTC, enfin du transport un petit peu collectif, de 200 millions, enfin de le faire monter, pardon, de 200 millions de dollars à $1 milliard. Donc ça veut dire qu'assez rapidement, avec des véhicules connectés, on peut faire des choses assez formidables. Donc deuxième sujet, le smart building. Donc là, le smart building, c'est aussi smart city. À l'intérieur de la smart city, il y a le smart building. Donc c'est la capacité de commencer à, ce qui est déjà le cas un peu dans le smart grid, de connecter les immeubles pour optimiser un certain nombre de choses. Donc il y a un parc d'immeubles aujourd'hui qui existe, donc celui-là, il va falloir se préoccuper de savoir comment on le connecte. Et puis vous avez les immeubles qui sont en construction, les maisons qui sont en construction, qu'on va de plus en plus équiper d'objets connectés. Alors si on se concentre plutôt sur la partie entreprise, ce que j'ai fait dans ce slide, on est rentré aussi dans une logique de partage des espaces de travail. On a partagé les espaces de parking tout à l'heure, maintenant on va partager les espaces de travail. Donc ça correspond bien, je veux dire, à l'optimisation des espaces d'ores et déjà en place. On peut imaginer que ça va éviter des constructions supplémentaires, surtout en dehors des espaces des villes. Pour vous donner des exemples très concrets, aujourd'hui on travaille sur 2 sujets, principalement. Là, on travaille avec une grande entreprise dans l'immobilier qui commence à mettre ce qu'on appelle des espaces de coworking, type un peu ce que fait Cowork aux États-Unis, en partageant à peu près toute la surface disponible et les services disponibles dans un bâtiment. Donc là, je donne un exemple comme sur le partage des salles de réunion. Donc on a poussé le concept très très loin. Ça veut dire qu'on dit qu'une salle de réunion, plus on va l'utiliser, plus on va optimiser les espaces. Et donc on peut le faire avec des objets connectés qui permettent de détecter pêle-mêle la présence, qui permettent d'utiliser une salle en s'apercevant qu'elle est effectivement pas réservée, et ainsi de suite. On a aussi ce qu'on appelle les heatmaps. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est la capacité à plugger un certain nombre d'objets pour mesurer le taux d'occupation des locaux au fur et à mesure de la journée et son évolution. Vous savez, c'est un peu ce que fait Paris par exemple. C'est-à-dire que vous avez des endroits qui deviennent plus rouges, plus jaunes, plus verts, en fonction de l'occupation tout au long de la journée. Donc là aussi, l'idée, c'est de tracer l'utilisation des espaces, et non pas des personnes, en l'occurrence, pour mieux les optimiser en termes d'usage. Donc là, je vais passer rapidement sur le Smart Grid, même si quand on regarde un certain nombre de villes qui ont été construites, entre autres en Corée ou en Asie, on voit bien qu'en interconnectant les bâtiments, on est plutôt sur une tendance de consommation énergétique extrêmement optimisée. Et puis, il y a aussi l'idée d'optimiser les services délivrés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à connecter un bâtiment, que vous commencez à le partager,
Donc non seulement vous optimisez l'utilisation des espaces, mais vous pouvez aussi repenser les services délivrés. Donc là aussi, on peut se mettre à consommer énergétiquement de façon frénétique, mais on peut aussi, si on a envie, se mettre à consommer de façon beaucoup plus durable, on va dire. Donc voilà, ça c'est un peu les aspects sur lesquels on travaille. Ce qui nous a intéressé quand on a créé cette entreprise, c'est de dire finalement cet Internet des objets dont on ne sait pas encore tous très bien quel sens ça va prendre ou quels sont les sens possibles. Nous, on a voulu le faire en s'inspirant un peu du fonctionnement de la nature, c'est-à-dire de dire on peut lui donner un sens à cet Internet des objets, le sens étant, je vous ai dit tout à l'heure, des expériences plus attractives, des business models peut-être mieux adaptés, mais aussi une consommation, je veux dire, et un environnement mieux préservé. Voilà. Donc ce qu'on aime bien, c'est cette idée de dire que finalement, un ensemble d'objets qui interagissent les uns avec les autres, un peu comme dans la nature, je veux dire, si vous ne donnez pas de sens, ça peut partir complètement en vrille, et puis si vous lui donnez du sens, ça peut être extrêmement positive. Voilà, donc j'ai essayé de tenir globalement mes 10 minutes et j'aurai grand plaisir à répondre à votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc. Donc, nous allons maintenant recueillir vos questions et essayer d'y apporter des réponses. Alors, bonjour à tous, vous m'entendez? Donc c'est bon? Donc je suis Sandrine Osti et c'est moi qui vais centraliser toutes les questions. Donc quelques questions pour Yvan et quelques-unes aussi pour Jean-Marc. Donc déjà en fait au niveau des parties prenantes, ce qu'on comprend bien aujourd'hui dans votre présentation, c'est qu'on a un certain nombre croissant en fait de parties prenantes intéressées par ces sujets-là. On parle bien sûr des consommateurs, mais on a aussi évoqué les fabricants. Et donc une question concernant les fabricants aujourd'hui d'objets connectés, est-ce que, à votre avis, en fait, ils sont conscients des impacts environnementaux? On a vu que dans le sondage, on était plutôt dans l'optimisation, enfin dans l'augmentation de ces impacts environnementaux, c'est le constat global. Donc est-ce que cette prise de conscience existe chez les fabricants? Et si oui ou non, en fait, comment est-ce qu'on sensibilise ces fabricants en fait à la création finalement d'objets connectés plus durables? Jean-Marc va répondre à cette question, bien sûr. Alors d'abord, l'Internet des objets, c'est pas uniquement, si vous me permettez, des fabricants. Je veux dire, c'est toute une chaîne. Il y a effectivement ceux qui vont être dans l'électronique, ceux qui vont être dans la plasturgie, mais vous mobilisez aussi toutes les ressources informatiques de type cloud auxquelles faisait allusion tout à l'heure Yvan. Alors pour répondre plus précisément à votre question, moi je pense que non, aujourd'hui. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, en général, on se focus sur l'objet lui-même, je veux dire, sans imaginer réellement, je veux dire, les impacts, ni environnementaux, ça c'est sûr, ni les usages, ni l'influence que ça peut avoir sur les business models. En général, on voit vraiment la partie émergée de l'iceberg, on ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous, quoi. Et tout le potentiel positif que représente l'Internet des objets, quoi. Voilà. On voit l'objet, l'électronique, le déchet que ça produit, ça on est d'accord, mais on ne voit pas ce que ça peut faire économiser, comment ça peut faire déplacer des business models, et voilà. Donc c'est. Ça veut dire qu'il reste beaucoup à faire sur ces sujets de sensibilisation, j'imagine. Énorme. Ouais. Oui. Peut-être quand même un petit commentaire là-dessus. Peut-être cette dimension-là est prise en compte non pas pour la problématique environnementale, mais pour une problématique de performance et d'économie. Quand on pense quand même aux efforts qui sont faits pour réduire la consommation énergétique des objets connectés, ça n'a pas un objectif environnemental, mais ça a une conséquence par le fait qu'ils sont extrêmement performants sur leur consommation, de façon unitaire, sur leur consommation énergétique, voire sur l'utilisation de certains réseaux particuliers qui ont été développés pour ça. Oui, on arrive à rendre autonome énergétiquement, avec une pile bâton, un objet pendant à peu près 3 ou 4 ans sans problème. Si on optimise bien la consommation énergétique, déjà on baisse beaucoup on a un gros impact sur la consommation énergétique. D'accord.
Merci pour cette réponse. Donc, on était vraiment dans les impacts environnementaux et vous avez évoqué tout à l'heure, Yvan, certains sujets sur notamment la puce électronique qui a bien sûr des conséquences sociales et géopolitiques en termes de fabrication. Et donc, concernant le social, justement, on se pose une question est posée sur les impacts sur la santé de certains objets connectés, notamment par rapport aux émissions d'ondes. Et est-ce que on a des études en fait sur ces sujets-là ou est-ce qu'on est plutôt dans une démarche lobbyiste pour essayer d'avancer quand même sur de l'innovation qui serait peut-être moins sociale, mais J'ai juste, avant qu'Yvan réponde, on a mesuré, nous, par exemple, sur des réseaux bas débit, comme Sigfox, LoRa ou d'autres qui sont en train de sortir, on rayonne à peu près 100 fois moins que sur un GSM, juste pour introduire la réponse d'Yvan. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement, cette problématique commence à monter, mais pas spécifiquement en lien avec l'Internet des objets ou les objets connectés. On commence effectivement, ça fait un moment qu'on se préoccupe de l'effet sur la santé lié aux ondes, à la saturation des ondes, à l'électrosensibilité. On commence également maintenant à parler de l'agressivité des LED et les éventuels dégâts sur la vue, notamment pour les personnes jeunes. Donc, je pense que ces questions-là, en réalité, vont plutôt venir des préoccupations de santé publique, en fait. Alors, il est vrai aussi que, de la même manière que pour l'empreinte environnementale, on peut considérer, notamment dans le domaine de l'agriculture, que la réduction des intrants peut avoir un effet positif sur la santé des agriculteurs, même si par ailleurs, les objets eux-mêmes émettent quelques ondes, où là, on peut quand même se dire que dans l'environnement agricole, la saturation est peut-être un peu moins importante, encore que ça reste à montrer localement. Voilà, donc, mais de la même façon que pour l'impact environnemental, je ne suis pas sûr qu'il y ait, de la part des intervenants et des parties prenantes autour des objets connectés, une réflexion spécifique liée effectivement à l'impact sur la santé publique, par le fait que ces objets communiquent souvent, en effet, par des ondes, et que ces ondes-là viennent se rajouter à toutes les ondes qui sont déjà présentes dans notre environnement. Malgré tout, ce que vient de dire Jean-Marc est important, c'est-à-dire qu'on a souvent recours, pour des questions d'ailleurs de fonctionnement et de performance, à des réseaux, notamment d'ondes, qui sont quand même beaucoup moins impactants que celles qu'on utilise actuellement dans d'autres domaines. Et puis comme on est tous très intelligents, on ne sait pas faire simple. C'est-à-dire qu'on va utiliser une tablette ou un ordinateur des fois pour une simple fonction qui serait très utile, qu'on pourrait mettre en œuvre avec des réseaux bas débit, avec une consommation énergétique extrêmement faible. Et à chaque fois, on arrive avec le truc qui fait 100 fois plus que le besoin. Alors justement sur ce sujet-là, on pourrait se poser la question de comment est-ce qu'on peut sensibiliser peut-être les étudiants, les ingénieurs, les futurs ingénieurs dans les écoles sur ces sujets. On a tendance en fait à enseigner le développement durable et la RSE dans ces écoles-là en minimisant en fait le fait que les innovations soient un petit peu émettrices d'impacts environnementaux, sociaux, sociétaux pour justement garder cette motivation d'innovation. Mais est-ce qu'on ne serait pas plutôt enclin à aller vers une innovation durable et à leur enseigner ce qu'est une innovation durable? Oui, tout à fait. Mais je suis complètement d'accord avec ce que vous voulez dire. En général, on approche le sujet de l'innovation de manière extrêmement cloisonnée. C'est-à-dire qu'on va approcher l'innovation via l'expérience utilisateur, et puis après on va approcher l'innovation via l'électronique ou le développement logiciel, et puis après on va approcher l'innovation. Et moi, je pense que la solution, elle est d'aborder l'ensemble de ces les innovations dans l'ensemble de ces dimensions, quoi. Voilà, c'est-à-dire que quand vous cherchez à répondre à une question, ou vous cherchez à améliorer une expérience, c'est finalement de dire, bon, quelle est la meilleure technologie à utiliser, quelle est celle qui consomme le moins, est-ce qu'on ne peut pas simplifier un peu les choses, est-ce qu'on ne peut pas les rendre plus faciles d'utilisation et peut-être moins complexes et moins consommatrices. Voilà. C'est donc cette idée en général qu'on a de cloisonner l'approche des innovations, quoi. Si demain je vais voir des ingénieurs pour leur parler d'innovation, il y a 9 chances sur 10 qu'on parle d'électronique. Si je vais voir une école de commerce, on va parler de business model et de croissance. Voilà. Et
puis si je m'adresse à des gens qui ont une connaissance et une capacité à réduire l'impact environnemental, je vais le regarder peut-être un peu trop sous l'angle des déchets. Moi, je suis convaincu que c'est en regardant l'ensemble qu'on va créer quelque chose de positif et de constructif. Alors, pour compléter cette réponse, je voudrais quand même dire qu'effectivement, il commence à y avoir des approches, notamment qu'on peut présenter à des étudiants, mais pas seulement. Ça peut aussi se proposer dans les environnements professionnels, justement pour représenter l'ensemble de ces dimensions en même temps, avec même des approches un peu ludiques pour essayer d'interagir de façon constructive sur ces questions-là. Et on a de nouvelles manières d'aborder ces sujets-là autour de l'innovation responsable, autour de la manière d'envisager l'ensemble des dimensions, en faisant référence par exemple au concept d'économie circulaire. Et tout ça, effectivement, ne peut pas s'aborder, être abordé tout au moins de façon complètement segmentée et cloisonnée, comme Jean-Marc nous l'a expliqué. Merci. Et une dernière question peut-être avant de continuer les présentations. Donc une question justement, est-ce qu'on a aujourd'hui des normes ou une réglementation qui commence en fait à prendre forme autour de ces sujets-là et notamment en fait sur les bilans carbone des fabricants ou les contraintes financières associées en fait au développement de ces objets connectés? Alors, en matière d'évaluation environnementale, donc d'évaluation carbone, là, il y a une actualité que effectivement la PCC pour le coup connaît assez bien et sur laquelle elle communique. J'en ai fait rapidement état. Donc, on a effectivement l'évolution des méthodes d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit la méthode officielle, que ce soit la méthode bilan carbone, que ce soit les normes internationales. Donc 14064, etc. Et puis, on a bien vu que là, on était aussi ramené à des analyses plutôt de type cycle de vie. Et ça, c'est pour je dirais, la prise en compte des impacts sur l'ensemble du cycle de vie. Sur le reste, c'est un peu moins normé. C'est vrai que, par exemple, l'analyse de l'effet rebond, moi, je ne connais pas de méthode officielle, normalisée, qui permette d'analyser ça. Et ça serait bien utile parce qu'effectivement, ces effets rebonds, ils sont multiples. Il y a l'effet rebond qui est, par exemple, comme celui qu'on a vu dans l'automobile. Effectivement, le coût d'usage, la consommation de véhicules baissant, eh bien, on s'est déplacé de plus en plus parce que ça devenait de plus en plus facile. Et donc, du coup, la consommation globale et les impacts globaux ont augmenté grâce, je dirais même, à l'augmentation des performances et des économies. Mais il y a d'autres effets de rebond qui sont plutôt des effets rebond de déplacement. Effectivement, si on devient extrêmement productif sur le travail globalement, eh bien, on va pouvoir se consacrer plus aux loisirs. Mais les loisirs ont aussi un impact. Et donc, ce que dit Jean-Marc a beaucoup d'importance, c'est le sens qu'on donne à tout ça. Si le sens qu'on donne, c'est de continuer à aller taper dans les ressources et avoir des impacts. Mais tout ça, ces méthodes-là ne sont pas encore vraiment codifiées pour analyser ces choses-là. On a, heureusement, c'est déjà un point de bonnes normes, de bonnes techniques, de bonnes méthodes pour évaluer les impacts d'un point de vue scientifique. Mais pour le reste, les modélisations macroscopiques, à mon avis, ont encore des effets à faire. Et juste pour compléter une seconde à ce que vient de dire Yvan et pour introduire le speaker d'après, moi j'ai travaillé pas mal là, dans le monde du parking avec l'automobile. Il y a eu un certain nombre de levées de fonds qui ont été faites. Jamais on a mesuré l'impact dans les levées de fonds de la transformation du modèle des opérateurs de parking. Voilà, ça n'a jamais été mesuré. C'était comment on va changer le business model, point barre. Alors que l'impact est énorme. Voilà. Je pense de conclure cette phase de questions-réponses et de céder la parole à Étienne. Juste pour un petit mot, pour les questions qui n'ont pas eu de réponse, sachez qu'on répondra en fait par écrit ou éventuellement tout à l'heure à la deuxième phase de questions, je pourrai en fait reposer les questions qui n'ont pas eu de réponse à l'instant. Merci. Merci beaucoup, Sandrine. Merci.